fan de Julien Lepers, c'est pour ça que j'ai amené mes fiches. Et puis je vais sûrement parler très vite parce que j'ai plein de trucs à dire. Je voulais vous parler de trucs quand on est développeur débutant, quand on arrive dans une boîte où il y a 10, 20, 30, X plus de développeurs, nous on sait coder, mais peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne pense pas assez quand on est plusieurs sur un projet. Et pour ceux qui n'ont totalement rien à foutre de mon talk, j'ai prévu des images de clavier très jolies, très intéressantes, tout au travers de cette présentation. Alors voilà, celui-là il est magnifique. Mais passons, donc j'ai une question, j'imite mon idole. En français, je signifie d'abord mettre en commun, puis être en relation avec. Je suis aussi super important dans une relation de couple ou dans un sport collectif. Je suis Ta mère. Écoute. Oui, merci, je l'ai entendu, la communication. La communication, un développeur. Un bon développeur, c'est un développeur qui communique, qui discute avec ses collègues, qui partage, qui écrit et qui code aussi. Hein. Dans son code, on communique. Donc le premier truc à faire, c'est, comme je disais, c'est parler. Hein. Quand on est en équipe, on n'est pas juste 10 robots comme ça, avec le casque toute la journée. L'idée, c'est de partager des trucs. Il ne faut pas hésiter à demander son aide, demander de l'aide, pardon. Faut pas demander, parce qu'il n'y a pas de honte en fait. Hein. Souvent, on a un peu peur du jugement de ses pairs. Mais non, il ne faut pas avoir peur parce que dans le développement web, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Il ne faut pas du tout hésiter. Et à côté de ça, il ne faut pas du tout hésiter non plus à proposer son aide, parce que quand on est débutant, on peut se dire, bah non, mais tout le monde connaît ce que je connais, c'est l'image, sûrement vous avez déjà vu un petit peu celle-là, on croit que tout le monde connaît ce qu'on connaît, alors qu'en fait non, on connaît tous un petit peu chacun ce que connaissent les autres. Donc voilà, le premier truc à se dire, c'est ouvrons-nous à notre équipe, soyons tous heureux ensemble, main dans la main. Et voilà, et il y en a qui se faisaient chier un peu là, donc j'ai remis un petit clavier. C'est possible. À ne pas confondre avec les mitaines. Donc quand on est développeur, on écrit du code, mais on écrit aussi autre chose à côté, le pas-code. C'est ce que vous écrivez dans vos tickets, Jira, Trello, tous vos gestionnaires de tâches, ou dans les wikis, dans les mails, etc. Et il y a un truc qu'on ne pense pas forcément tout de suite quand on vient d'un mode ou un tour, on était tout seul, quoi. C'est qu'on a besoin de contexte. Quand on est dans une grande équipe, on a besoin de énormément contextualiser l'information et de centraliser l'information. Et ça, en fait, ça passe par vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête quand vous travaillez sur un ticket. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment expliciter les choses noir sur blanc. C'est-à-dire que quand vous dites dans votre tête « Ah mais oui, c'est machin, là, il m'a dit ça et tout », mais vous ne notez pas, et ben, ça fait que le développeur potentiel qui va peut-être travailler à votre place le lendemain ou le surlendemain, dans 3 semaines, etc., ben, lui, il n'aura pas les petites infos comme ça à droite à gauche. Donc voilà, un truc à essayer de se forcer un peu, c'est d'écrire comme si vous parliez à quelqu'un qui n'est pas de votre service. Quelqu'un qui n'est pas de votre service, quelqu'un qui est nouveau dans la boîte. Ça peut aider à essayer de ne pas être au mode je suis confortable, je vais parler dans mon jargon imbitable pour le premier venu qui n'est pas mon voisin. Donc ça, c'est un truc à bien prendre en compte. Et c'est aussi dans vos pull requests, dans vos code review. Oui, ça. Donc, vous écrivez des trucs dans vos tickets, dans vos trucs pas forcément trop liés au code, mais vous écrivez aussi sûrement des choses destinées aux autres développeurs. Donc là, c'est un collègue qui a fait ça, que j'ai anonymisé pour ne pas avoir de représailles. Donc c'est une pull request sur GitHub, et puis bah, par exemple, ce développeur, il va ouvrir une pull request, et puis il va demander un peu un service à un autre développeur en disant bah, est-ce que tu peux regarder ça, est-ce que tu peux valider mon code. Donc à partir du moment où tu demandes un peu un service à quelqu'un, bah, tu essaies un peu de le mettre à l'aise, parce que lui, il va se dire bah, je me fais chier là, parce que moi, alors je vais essayer de lire ce qu'il a, Fixed Trip Visibility Gender, bon, moi j'ai pas compris. Donc je me dis bon bah je vais voir la description. Ah, pas de description, bon bah tant pis, je vais essayer de voir les messages de commit. Alors j'ai modifié ce fichier là, et puis ce commit là, c'est ça. Bon ok, donc là en fait, là je suis déjà, si je suis l'interlocuteur, je suis vénère. Donc faut que j'aille voir le code et puis c'est relou quoi. Donc un truc génial, j'ai aussi anonymisé pour pas que ça se la mette trop. Mais un truc bien là par exemple, c'est quand vous faites des pull requests, vous pouvez faire carrément pensez à vos commits, aux messages de commit, c'est vraiment super important pour avoir un contexte sur le changement, sur le maintenant, un contexte dans le temps en fait. Pourquoi je fais ce code là, comment il était avant, pourquoi je le change et pourquoi c'est mieux ce que je fais. Donc, voilà, vraiment, donner toutes les infos sur
le changement que vous faites, pas juste dire bah, j'ai changé ça. Et ça en fait, bah, voilà, du coup la pull request, le titre, ça ressemble un peu plus à une phrase, donc on est content, et puis là il y a plein d'infos sur pourquoi on a fait ça, blablabla. Et en fait on se rend compte que ça en fait c'est le commit. Donc on ne pense pas forcément, mais quand on fait un commit sur Git, on a un message court, donc là c'est le titre de la pull request finalement. Et on peut aussi mettre un message long, il n'est pas là, mais c'est les 3 petits points, et finalement dans le commit on a tout ça. Donc ça veut dire qu'après, quand on est développeur et qu'on se pose des questions sur le code, vraiment un automatisme qu'on peut avoir, c'est de faire des git blame et de regarder sur GitHub, vous savez, les pages d'historique pour voir quand le truc a changé. Et avoir des messages de commit comme ça, c'est vraiment un énorme plus comparé à avoir un truc comme ça. Donc voilà, vraiment, je pense qu'un des trucs les plus importants quand on est dev, c'est de penser à bien étoffer ces messages de commit, surtout quand on est énormément dans la boîte et qu'on ne pense pas forcément tout le temps avec les mêmes personnes. Pause clavier. Celui-là, en plus, il est très beau. On dirait un peu un papillon. Voilà, super. Donc, on a vu, on essaie de contextualiser un peu, expliciter les choses et tout. On fait pas du code, mais là, l'idée, c'est bon, on est développeur, on va écrire du code. Donc, quand on écrit du code et qu'on débute, ou pas forcément, il y a des trucs, peut-être qu'on ne prend pas forcément assez de temps pour le faire, notamment nommer correctement les choses. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai pas énormément de temps, mais j'ai mis un petit lien sur une conf super géniale pour dire pourquoi c'est génial de nommer correctement les choses, ou arrêter d'avoir des handlers et des managers qui veulent tout et rien dire, arrêter d'avoir des abréviations à droite à gauche et puis essayer de se forcer à faire de fautes quand on écrit en anglais par exemple, parce qu'on est bons français que nous sommes, on n'est pas forcément super chaud en anglais. Ce qui est pas mal, c'est d'essayer de regarder le dictionnaire, d'écrire. Clin d'œil à certains collègues. Non, je rigole. Et un autre truc aussi, c'est qu'il faut oser modifier l'existant. C'est pas parce qu'on est c'est un peu ce que je disais au début. Il faut oser partager. On est tous des humains, on fait plein d'erreurs. De toute façon, on ne fait jamais du code parfait. Donc quand on se met sur un truc qui existe, essayez de penser le tout, essayez de voir le tout plutôt que de juste ajouter sa petite brique comme ça. Parce qu'en faisant des petites briques sur petites briques, et ben c'est mort quoi. Au bout d'un moment, on est en train de nager sur place. Et un autre truc, enfin bon, là c'est pas très concret ce que je dis tout à l'heure, on veut voir du code. Donc je me suis dit ouais, je ne vais pas passer à cette slide. Donc un truc en fait, en général quand vous codez, ce qui est bien c'est de se dire je vais essayer de pondre du code simple. Je vais essayer de pondre du code facile à lire pour les humains, quoi. On ne code pas pour les machines, on code vraiment pour qu'on se comprenne entre humains. Donc nous les humains, on aime bien lire des trucs comme si c'était un peu un livre, quoi. De haut en bas, c'est des phrases, voilà. On comprend que c'est comme ça. Alors que quand on met des ifs de partout, quand on met des for each de partout, quand on met plein de sorties, quand on a une méthode qui est comme ça et qu'il y a 20 possibilités de sortie, nous on a un arbre dans la tête, et nous on n'est pas fait pour penser avec les arbres, nous on n'est pas fait pour penser avec les cordes. Donc, un truc qui est cool pour s'améliorer là-dessus, c'est essayer de se donner des petits objectifs au quotidien, quand vous codez, des règles toutes simples, parfois qu'on peut se dire putain, c'est n'importe quoi cette règle, c'est trop compliqué, enfin c'est trop. Je vais te donner un exemple, une règle qu'on peut se donner, c'est dans chaque méthode, dans chaque fonction, je vais essayer d'avoir qu'un niveau d'indentation dans la méthode. Donc là, par exemple, on a une fonction qui valide des produits. Et puis je coupe sur les produits, et puis pour chaque produit, je vais mettre un booléen, je vais remplir un booléen si c'est faux, enfin si le produit est valide ou pas. Je vais dire que c'est faux, puis à la fin je vais retourner ça. Donc dans notre code, on voit on a un niveau d'introduction, 2 niveaux, 3 niveaux. Ah, ça ne colle pas avec notre règle. Donc là encore par manque de temps, je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les étapes. Parce qu'en plus j'ai piqué honteusement cette slide d'une conf que j'adore. Mais à la fin, l'idée c'est qu'on se retrouve avec un truc, avec potentiellement plusieurs méthodes, enfin on va se retrouver avec plusieurs méthodes pour séparer un peu les choses. On va se dire que bah non, les produits, potentiellement dans le futur je peux vouloir les valider un par un, donc je vais la mettre dans la méthode. Et puis au lieu de faire des bouffes moi-même et tout, je vais essayer d'utiliser des fonctions natives, ça va être plus performant. Et puis voilà, mon code va être plus lisible parce que c'est carrément plus facile à comprendre d'avoir 2 lignes que d'en avoir 12. Donc en fait, juste en donnant une petite règle au début qui est je veux avoir qu'un niveau d'indentation, on se retrouve avec du code beaucoup plus propre. Autre exemple. C'est bon, j'ai juste fait 10 minutes maintenant, ça passe.
J'ai plus que cet exemple. Puis après les claviers. Autre exemple qu'on peut se donner, c'est se forcer à... Enfin, non, pas se forcer du tout. C'est se dire, est-ce que mes variables locales, je peux pas les extraire dans les méthodes? Donc là, pareil, des slides que j'ai piqués honteusement d'un autre talk. On a des commandes, on veut savoir le montant total d'une commande pour une date donnée. Et donc, la logique, c'est, bon, bah, je vais récupérer les commandes d'abord, et puis après, bah, je vais additionner tout leur montant. Mais l'étape où je vais récupérer les commandes, finalement, en fait, dans la méthode où je veux le total, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir comment je les récupère, ces méthodes. Donc moi, si je suis le dev qui va passer après ce code-là, je vais lire le truc, comme un livre, de haut en bas, je vais lire le truc, et puis je vais m'arrêter là-dessus, et puis je vais aller lire tout ça. Ah oui, alors autant il y a PlestAt, il y a StartPN, machin. Super, mais en vrai, on s'en fout, quoi. En vrai, nous, ce qu'on veut, c'est savoir comment on additionne les montants. Donc, ma variable locale qui est là, et ben hop, je la mets dans une méthode à elle. Et cette méthode-là, derrière, bah, je l'appelle dans ma première méthode. Ce qui fait que après, si je suis le dev qui passe après, ou moi-même dans 2 semaines, et ben si je veux savoir comment je fais le montant, bah, de base, je ne vais pas aller dire « Ah, alors comment ça marche ça ?» Je vais aller là. Puis après, je reviens. Non, de base, je vais dire « Ah, ok, je prends les commandes qui sont dans cette date, et puis je fais ça avec. » Donc en fait, des petits changements comme ça, ça fait que vous simplifiez énormément la lecture du code pour tout le monde. Exemple, et il y en a plein d'autres. Et là, c'était une rencontre à Paris de mecs aussi fous que moi. J'ai été là, je suis un peu... Enfin, du coup, voilà. En bilan, en conclusion, on peut dire que quand on est en équipe, ce qui est bien, c'est de profiter de l'équipe. Ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas des robots chacun dans son coin, profiter de partager, s'aider, s'entraider. Ce qu'il faut, c'est vraiment contextualiser les choses, rendre explicite les trucs implicites, tous les petits trucs que vous dites à droite à gauche comme ça, en disant « Ah ouais, machin, il m'a dit quoi, machin ». Ça, il faut essayer de les rendre disponibles pour tout le monde, que ça soit via des commentaires dans le code, ou via un code plus simple, ou via des commentaires dans les tickets. Et essayer de se donner des petites règles au quotidien pour se forcer à faire du code meilleur. Des règles qui ne sont pas forcément difficiles à suivre. Bon. Voilà, ça c'est les liens des petits trucs qui parlent tout à fait mieux que moi de tout ce que je vous ai présenté. Et puis ça c'est du reste, si vous voulez aller choper les liens. Et puis ça c'est les liens des claviers parce que c'est super cool. Voilà. Merci Manu. Est-ce que quelqu'un a une question pour Manu? Une question sur les claviers? Oui, moi j'ai une question sur les claviers. Tu connais le TechMatrix et le Beppo? Je connais. TechMatrix, c'est pas un mécanique alors. Et le Beppo? C'est chaud quoi. Ouais, le Beppo, faut fumer. Ok. Voilà. C'est tout. Oui. Dans les exemples que tu as donnés, en fait, je crois que c'était les commits, hein, c'est ça? Vous écrivez en anglais tout le temps ou c'est en français que vous écrivez? Ouais, bon bah nous, avec Politis en l'occurrence, par contre on fait un peu des deux. Mais ce qui est pas mal, c'est de faire en anglais, tu codes déjà tout en anglais. Et surtout l'anglais, c'est un truc beaucoup moins verbeux que le français, quoi. Donc, quand tu veux, vu qu'en plus les commits, bah du coup, un mauvais exemple celui-là. Oh. Enfin là, je suis sûr que cette phrase, je vais pas essayer de la traduire, mais je suis sûr qu'en français ça prend debout, quoi. Donc, c'est tout. Donc il faut quand même être bilingue. Enfin, je dis pas bilingue, mais je veux dire, il faut quand même bien parler anglais pour arriver à sortir un texte. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pour ça, après, si ton équipe n'est pas chaude en anglais, on va se dire en français. C'est pas une obligation, c'est ça. Est-ce que dans l'équipe des Politis, il y a des mecs qui se sont utilisés par... Moi, je voudrais juste me faire remarquer que le ticket d'avance est quelqu'un d'autre et celui-là, c'est le tien. Ah non, ça c'est quelqu'un qui participe sur un projet à moi par contre. Mais c'est pas moi. Voilà, ça c'est mon projet et c'est quelqu'un qui l'a. Non, je peux pas comme ça. Ouais, Tim, du coup j'ai une question. Si le texte est si beau, pourquoi t'as mis si longtemps à merger cette pull request? C'est une question que je me pose, petite personne. Autre question. Merci beaucoup.